Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage, consacré à un entretien avec une personnalité tirée sur le volet. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 ans de la résistance menée par les femmes au Burkina Faso. C'est une date qui n'est pas régulièrement célébrée comme il se doit, mais nous avons décidé de faire une escale là-dessus cette fois-ci. Le 27 octobre 2014, il y a eu des femmes qui se sont mobilisés à Ouagadougou contre la modification de l'article 37 de la Constitution, et il y a eu des femmes leaders et l'une des organisatrices est avec nous. Elle est sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage, occasion pour nous de revenir sur ce point important de la résistance qui a causé donc la chute de Blaise Compaoré. C'était le 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Madame Congo Yabré Juliette est avec nous, on l'appelle communément Maman Julie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Pour toutes ces millions de personnes qui nous regardent, comment va Madame Juliette Congo aujourd'hui? Ben, je vais bien, grâce à Dieu. Santé, famille, tout va bien? Tout va bien, grâce à Dieu et au man de nos ancêtres. Man de nos ancêtres, voilà qui est assez intéressant. Je le disais en introduction, nous sommes le 27 octobre 2014. 27 octobre 2019, cela fait exactement 5 ans que les femmes se sont mobilisées pour dire non à la modification de l'article 37. 5 ans après, comment vous révisitez ces événements majeurs qui auront sans doute marqué votre vie? Ben, merci de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Je suis, moi, Juliette Congo, toujours responsablement assise sur mes valeurs culturelles pour regarder le monde et décider toujours. Décider parce que dans la vie d'un homme, il arrive des moments où tu es obligé de prendre une décision. Quand tu te trouves face à un mur, tu te retournes et tu combats. Et j'étais arrivée à cette limite-là à un moment donné. Nous nous sommes retournés, nous nous sommes battus. Et le résultat est ce que tout le monde voit aujourd'hui. Voilà. C'est bien qu'on revienne un peu sur les préparatifs même de cette manifestation des femmes le 27 octobre 2014. Finalement, comment vous est venue l'idée d'organiser cette manifestation? Comment les choses se sont organisées? Ben, je dirais simplement que dans l'histoire du Burkina, à chaque étape de la vie de ce pays, il y a toujours eu des événements majeurs qu'il faille prendre des responsabilités. À une époque un peu éloignée, ce sont les chefs coutumiers et les politiciens qui se sont levés main dans la main et qui ont dit la nation d'abord. Ils ont combattu, ils ont fait tout ce qui était en leur possibilité pour reconstituer la Haute-Volta en 1947. Mon grand-père était le leader à cette époque. Il a tout fait, le Moro Naba comme 2. Alors je base ma lutte aujourd'hui là pour la libération du Burkina sur les pas de mon grand-père. Oui, et finalement, dites-nous, c'est avec qui vous avez organisé cette manifestation du 27 octobre 2014? Ben, c'est avec Madame Sarah Sérémé. C'est elle qui vous a appelé, c'est vous qui l'avez appelé. Dites-nous, comment ça a commencé finalement cette affaire? Notre histoire est quand même atypique. Et ça me fait plaisir aujourd'hui que je raconte ce pan-là de notre histoire pour que les gens comprennent que on ne s'est pas levé comme ça, taper nos têtes comme ça et puis dire qu'on va faire quelque chose. Alors c'était à l'époque où moi je commençais à naviguer dans les réseaux sociaux. Et une nuit, je suis restée très tard dans la nuit à naviguer jusqu'à 3 h du matin. Et je voyais que Sarah Sérémé était en ligne. Bon, comme on ne se connaissait pas comme ça, c'était sur... Il n'y avait pas de lien étroit. Pas de discussion de façon continue. Voilà, mais maintenant, ce jour-là, elle est venue sur la page et elle m'a dit, sorcière, pourquoi tu ne dors pas? Et moi aussi, je lui ai renvoyé le message. J'ai dit, mais sorcière, pourquoi toi aussi tu ne dors pas? Et elle m'a dit, ce sont les... c'est la vie de la nation qui m'empêche de dormir. J'ai dit, je suis dans cette dynamique aussi et je suis en train de chercher des solutions. Et elle m'a dit, bon, il faut qu'on se voit alors.
Et il faut qu'on se voit alors a été le point déclencheur de tout ce que vous avez suivi après. Parce que quand nous nous sommes retrouvés, on a échangé. C'est le lendemain. Hein? C'est le lendemain. 3 heures du matin même, on était déjà au jour J. On voilà. était au jour et on a échangé. On a sorti des idées comme ça. Et elle m'a dit, bon, tu connais ta responsabilité dans ça et je connais la mienne. Mettons-nous ensemble et trouvons des solutions. Et trouver des solutions pour vous, c'était d'organiser une marche des femmes? Non, ce n'était pas ça d'abord. C'était regrouper des femmes. Parce que c'est avant, avant le 27 là. C'est peut-être 2 ou 3 mois avant. Hein? 2 ou 3 mois avant? 2 ou 3 mois avant. C'était au moment où les choses se calculaient au niveau du parti au pouvoir pour changer, pour ne pas changer. Et nous avons essayé de nous mettre ensemble avec toutes les femmes qui étaient à l'époque dans le CEFOP. Nous nous sommes retrouvés avec une trentaine ou cinquantaine de femmes au siège du CEFOP après notre discussion à nous deux. Et c'est vous deux qui avez été à l'origine de cette rencontre de toutes les femmes des partis politiques de l'opposition? Non, puisque Mme Sarah Sérémé était responsable d'un parti politique, oui. Et elle était responsable femme, alors elle aussi, elle a essayé de voir avec toutes celles qui étaient autour d'elle et toutes les femmes qui peuvent intervenir. Et à l'époque, elle m'a dit ceci: moi, je ne t'interpelle pas en tant que politicienne. Je t'interpelle en tant que princesse du Mogo. Parce que ce que les Samo sont pour les Moussi et ce que les Moussi sont pour les Samo, je sais que si on se met ensemble, on peut avoir quelque chose. Donc vous avez exploré pratiquement toutes les voies possibles qui pouvaient vous permettre d'être unis et réunifiés pour pouvoir lutter ensemble. Bien sûr. Et vous avez réuni donc une cinquantaine de femmes. La suite, qu'est-ce qui s'est passé? La suite, on est resté dans une salle de conférence où chacune devait donner une idée par rapport à ce qu'elle pense de ce qu'on peut faire. Mais au moins, il y avait un prérequis, tout le monde était engagé contre la modification de l'article 37. Bien sûr. Et justement, c'est pour ça que tout le monde était au même endroit pour partager ensemble ce que nous pouvions tirer de l'une et de l'autre pour mettre ensemble et aller dans la même direction. Heureusement que toutes celles qui étaient là, c'était vraiment des femmes qui, à un moment donné de l'histoire de ce pays, ont contribué à quelque chose. Et toutes, nous nous sommes donné la main. Celles qui pouvaient apporter culturellement ont apporté. Celles qui pouvaient apporter administrativement, celles qui pouvaient apporter matériellement et tout. Chacune a apporté ce qu'elle pouvait apporter. Et ensemble, nous avons dit non. Et notre nom, la suite... C'était donc la manifestation. Mais je veux savoir, c'est à quel moment que vous avez décidé finalement d'organiser cette marche des femmes du 27 octobre? C'est une semaine avant. Hein? C'est une semaine avant le 27 là. C'est une semaine avant, parce que je me rappelle comme si c'était hier. Et quand Mme Sarah Sérémé nous a dit, ah les femmes, si nous ne faisons rien, quelque chose de mal va se passer dans ce pays et on ne pourra pas corriger. Et c'est à ce moment que chacune s'est dit, bon, ma part de responsabilité dans la vie de cette nation est très importante, donc il faut que j'apporte ce que je dois apporter. Et vous avez décidé d'organiser une marche? Et nous avons décidé d'organiser une marche et j'étais la présidente de la commission et mobilisation des femmes et Mme Sarah Sérémé était la présidente du comité d'organisation. Et plusieurs autres femmes leaders des autres partis d'opposition qui étaient avec nous, qui ont vraiment donné du meilleur d'elles-mêmes. Est-ce que mobiliser des femmes dans ce contexte-là était facile? Est-ce que vous avez sillonné les quartiers de Ouagadougou, convaincre avec les stéréotypes? Certaines ont dû avoir peur parce que bon, on ne sait jamais les foyers. Vous savez, oui. Je ne sais pas, je ne sais même pas quelle a été la motivation exacte des femmes. Mais dès que nous avons donné l'information, ce n'est même pas les organisateurs qui partaient pour rencontrer les femmes pour dire quoi que ce soit. Ce sont les femmes qui se mobilisaient et qui venaient à nous pour dire, voilà, nous sommes des femmes d'une telle association, de tel groupe. Nous voulons nous joindre à vous pour cette marche-là. De façon spontanée? De façon spontanée. À aucun moment, vous n'avez intéressé une quelconque dame pour venir participer à cette marche? Qu'est-ce qu'on pouvait à ce moment-là? Parce que c'était une période où chacun se cherchait. On se cherchait et nous retrouver était la condition
sine qua non pour que les choses aillent bien dans ce pays. Parce que l'histoire reconnaît que de toute façon, quand les femmes se lèvent et disent non pour quelque chose... Mais ça a été des moments d'insomnie pour vous. Moi, je ne sais pas comment les autres faisaient, mais moi, j'ai pratiquement fait 2 semaines. Après, j'en ai même été malade. J'ai fait pratiquement 2 semaines, je n'ai pas fermé l'œil. 2 semaines? 2 semaines. Et ça contribuait même à affecter beaucoup ma santé, mais ça, c'était pas grave. Parce que l'essentiel... Ce sont les coups de fil ou quoi? La pression morale? La pression morale et ce que tu devais faire. Chacun avait sa responsabilité. Et moi, comme de façon naturelle, je suis dans les valeurs traditionnelles, mais on ne peut pas aussi se lever faire des choses comme ça au hasard. Donc, il a fallu faire des consultations vers certaines personnes leaders pour écouter un peu et savoir aussi les actes que vous allez poser. Quelles sont les conséquences, quels sont ce qui peut faire que ça va bien tourner ou ça ne va pas bien tourner. Et cette manifestation n'a pas été autorisée. Cela a dû constituer également une autre raison d'insomnie pour vous, parce que la mairie à l'époque avait dit il n'en est pas question. Bon. Quand vous avez reçu la notification... Quand la mairie nous a dit qu'on ne marchait pas, nous n'avions même plus d'oreilles pour entendre qui que ce soit. Parce que du côté... C'était un défi pour vous à ce moment. C'était un défi. Oui. Parce que le comité aussi au niveau de l'Assemblée nationale et tout ça là. Non mais nous voyons visiblement qu'on n'avait pas le choix. C'est quitte ou double. Et nous avons... Quitte à aller à la confrontation, parce qu'on a vu qu'il y avait même quitte à aller à la confrontation. Oui. Nous étions prêts, hein, parce que même si à ce moment précis là, nous devions même laisser nos vies pour cette nation, on était prêts. Nous n'avions Dieu que la nation. Le reste là, les autres considérations mesquines et égoïstes ne faisaient plus partie de notre calendrier. Nous, notre calendrier commun, les femmes là, c'était aller seulement marcher contre cette modification qui allait brûler le pays. Et nous ne tenons pas à ce que ce pays brûle, parce que si nos ancêtres ont été capables de nous remettre ce pays-là en entier, nous nous sentons aussi responsables de remettre ce pays en entier à ceux qui viendront après nous. Ils étaient nombreux les Burkinabés qui n'ont pas compris les spatules finalement qui sont sorties, l'une des grandes premières au Burkina. Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser justement les spatules? C'est comme je vous disais là, quand vous avez la chance d'avoir des centenaires qui sont toujours en vie et qui sont capables de vous dire comment certaines luttes se sont menées pour que certains résultats corrects soient engrangés pour un pays ou pour un canton ou pour un royaume, il faut aller seulement. Est-ce que toutes les femmes comprenaient la valeur ajoutée de l'utilisation des spatules et des balais? Non, il y en a qui ne comprenaient pas parce que nous ne sommes pas de la même culture. Mais elles étaient toutes d'accord? Elles étaient toutes d'accord quand elles ont compris la motivation réelle de ce que nous devions poser comme acte. Et les spatules, vous en avez été l'une des personnes qui a motivé cela. Pourquoi finalement les spatules? Ça fait partie de nos valeurs traditionnelles. Il nous revient que les femmes ne doivent pas faire sortir les spatules au hasard. Mais quand la femme sort une spatule, ça veut dire que c'est un problème gravissime et qu'il faille régler. Maintenant, comme les hommes, bon, je ne dirais pas qu'ils sont peureux, mais à cette époque-là, rares étaient les hommes qui avaient le courage de sortir la tête de l'eau et de dire quelque chose face à cette puissance-là qui était en face d'eux. Ou du moins ce qu'ils pensaient être une puissance. Traditionnellement, quand les spatules sortent, est-ce que c'est dangereux pour l'avenir d'une nation, ce que dit la culture burkinabé? Bon, c'est très dangereux. C'est même très dangereux parce que en fait, c'est comme j'ai dit en début de cette émission, quand quelqu'un te chasse, tu cours, tu te trouves en face d'un mur, tu n'as plus d'alternative. La seule alternative, c'est de te retourner et de te battre. La femme n'a pas d'arme, ni blanche, ni fusil. La seule arme de la femme, c'est la spatule. Et c'est avec ça qu'elle se défend. En cas de... si on pousse trop loin le bouchon. Mais la symbolique pour vous, c'était de montrer à Blaise Compaoré que s'il s'amusait à vouloir rester indéfiniment au pouvoir, il allait tomber par quelque manière que ce soit. Mais bien sûr. Donc quand la spatule sort, généralement, il n'y a pas de... En tout cas, 4 jours après, il est parti. Donc vous en étiez sûr? Mais bien sûr. À 100%. Ça fait partie de nos valeurs traditionnelles.
Est-ce que quand vous êtes sorti avec les spatules, vous avez été interpellé après? Parce que vous faites partie de la famille du Moro. On s'est demandé est-ce que vous n'avez pas consulté le Moro avant de le faire? Et vous savez, mon appartenance à la famille royale là, est un avantage comme un inconvénient aussi. Parce que beaucoup de gens ont mis le fait que je sois de la famille royale pour sortir, faire des actions de ce genre-là. J'ai dit non. Moi, je suis une princesse. C'est vrai. Mais j'ai mes responsabilités aussi sociaux. Et ce n'est pas tout qu'on dit au Moro Naba. Mais souvent, quand on est obligé d'aller lui dire, c'est parce qu'on sait que il y a plus de recours. Donc pour les spatules, il n'a pas été informé du tout. Tu peux lui dire pour faire une action comme ça, là, pour aller où? On ne peut pas. Il n'était pas au courant. Il ne pouvait même pas être au courant. C'est de l'apanage des femmes. Donc on n'a pas besoin de lui dire ça. Ouais. Les spatules, justement, on nous a également fait comprendre qu'avant qu'on ne sorte avec les spatules, il faut faire des rites et autres. Il a fallu que vous fassiez tout cela. Tu sais, mon fils Ismaël, moi je vais te dire une chose. Et les sacrifices que les femmes sont obligées quotidiennement de faire pour que cette nation-là reste debout, ça va être difficile que je te dise tout sur ce plateau. Et je ne peux pas aussi te dire tout parce que c'est ça qui fait partie de nos formations dans les centres de formation traditionnels, les Kyoro dont on parle là, les camps d'initiation plus précisément. Quand tu as été formé dans un camp d'initiation, il y a des choses que même au prix de ta vie, tu ne dis pas pour sauver le reste. Donc pour ce qui est des spatules, des rites ont été faits, mais vous ne voulez pas en parler. On va en parler pour dire quoi? Mais c'est important que l'opinion sache exactement ce qui s'est passé, parce que certains ont dit elles sont sorties avec des spatules, c'est peut-être uniquement pour la cuisine et autres. Tout le monde ne voit pas la valeur ajoutée des spatules. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que je vous ramène toujours au camp d'initiation. Parce que nous avons des valeurs. Les jeunes filles qui nous regardent, peut-être qu'elles ne connaissent pas tout ça. Mais elles ne peuvent pas connaître parce que justement, il y a certains rituels qu'on a arrêté de faire. Et moi, aujourd'hui, je suis choquée de voir que l'éducation de nos enfants, pratiquement, c'est la télé qui fait l'éducation des enfants. Ce sont les téléphones là, portables, qui éduquent nos enfants. Dites à une fille dont le père et la mère sont fonctionnaires à Ouagadougou ici, d'aller rester au village avec sa grand-mère une semaine seulement. Ne serait-ce qu'une semaine. Pour voir les gens vivre au village et revenir. Elle va dire que c'est la plus grande finition de sa vie. Moi, là où je suis, là, jusqu'à demain, il y a des moments, je vais dans les villages, je fais une semaine, 2 semaines, si le temps me permet. Et j'aime toujours à le dire, j'ai fait l'université des Baobabs. Heureusement d'ailleurs. C'est la meilleure université pour vous, hein? Et c'est la meilleure université. D'ailleurs, même je suis fière de n'avoir pas franchi un seul jour les bancs de l'université. De Ouagadougou. Oui. Voilà qui est clair. Je voudrais qu'on revienne encore une fois de plus sur les spatules. Et si éventuellement les uns et les autres se disent, si on a sorti les spatules en octobre 2014 et Blaise Compaoré est parti 4 jours après, on peut les sortir à tout moment quand on n'est pas content. Justement, c'est cette erreur-là que les gens font. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un mouvement d'humeur où c'est quoi maintenant on appelle là, parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui se passent aujourd'hui là que... Et des femmes sont sorties avec des spatules. Et ça vous a choqué? Vous vous êtes dit c'est pas normal? Non, ça ne m'a pas choqué parce que je savais que c'était nul. Ah oui. Il n'y a pas de sens. On ne sort pas la spatule comme ça au hasard. Il faut implorer les mains des ancêtres et tout ça. Ah, mon ami, c'est un rituel. C'est un rituel. Quand on voit que tout un pays va à la dérive à cause d'un individu ou à cause d'un groupe d'individus, il y a des responsabilités à prendre. Et même aujourd'hui, je prends juste le cas de l'insécurité qui est en train de décimer nos enfants. Moi, je ne m'arrête jamais de dire, trouvons les voies et moyens pour impliquer nos chefs traditionnels dans cette histoire de
de terrorisme. Vous pensez que la tradition peut nous aider à régler cette question? La tradition règle ça proprement. Vous n'en doutez même pas Non, une seconde? Non, même pas une seconde. Pas du tout. Et si je reviens sur les spatules, pourquoi les femmes ne font pas sortir les spatules également pour lutter contre le terrorisme à travers des manifestations aussi, si vous êtes si fort avec les spatules? Mon cher ami, on ne dit pas, comparaison n'est pas raison. C'est pas à tous les coups. À vous écouter, les spatules, quand ça sort, c'est très fort, les conséquences sont... C'est même trop grave. Oui. Mais ceux qui nous attaquent là, c'est qui? C'est qui? Dites-moi. Qui est le terroriste là? Qui est le djihadiste là qui attaque le Burkina aujourd'hui? Qui est-il? Il faut connaître son ennemi pour le combattre. Quand tu ne connais pas ton ennemi, donc du coup, la chefferie coutumière peut avoir des difficultés pour le faire sans doute. Hein? Il peut pas, moi je dis, il ne peut pas avoir de difficultés parce que tout ce qui se passe actuellement là, tout n'est pas une mécanique. Hein. Imaginez, je prends par exemple le royaume du Yatenga, où il y a des attaques là-bas régulièrement. Si tous les chefs coutumiers du Yatenga se mettaient ensemble, se bloquent là, et se donnent des consignes claires par rapport à un certain nombre de choses que je ne peux pas dire ici, j'imagine la suite. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres, je prends un cas récent, par exemple du Mogo Naba Kom. Moi, je me base toujours sur ma famille pour donner des exemples. Je ne vais pas donner des exemples sur là où je ne peux pas m'en sortir. Mais le Mogo Naba Kom avait, dans sa stratégie de protection justement de son royaume, de mettre à 55 km à la ronde de Ouagadougou, il avait décentralisé son pouvoir. Ça veut dire que si, à ces entrées-là du royaume, il y a des mouvements qui ne sont pas normaux, forcément celui qui l'a nommé chef de canton dans une zone ou dans un autre est au courant de ça. Et lui, il travaille avec les chefs de sa zone pour essayer de juguler la situation avant que ça n'arrive au centre. Mais partout où nous avons des chefs coutumiers, si nous respections toujours nos valeurs traditionnelles aujourd'hui, le Burkina n'allait pas vivre cette situation que nous vivons. On peut peut-être vous le concéder, mais les chefs coutumiers aussi souvent sont dans la politique, sont désavoués au niveau des populations locales parce qu'ils font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Voilà, nous, on a dit que la chefferie coutumière ne doit pas être dans la politique. C'est faux. Même demain, la chefferie coutumière va être dans la politique. Ah, vous êtes d'accord à 100%? Oui, moi je suis 100%. Moi, mon grand-père a fait la politique. Mon grand-père a fait la politique. Si ce n'était pas cette politique-là qu'il a fait, en 1947, là, le Burkina n'allait pas être reconstitué. Vous ne pouvez pas écarter ces gens-là comme ça, du jour au lendemain, pour dire que, parce qu'il est chef coutumier, mais est-ce que ça ne force pas le jeu électoral au niveau des populations de la base? Non, il y a un problème aujourd'hui, là. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Avant que nous ne biaisions la politique, la politique avait des valeurs. Parce que pour moi, être même politicien, ça ne veut pas dire se pavaner, être dans l'hémicycle ou être dans quel poste de responsabilité politique pour être un homme. Être politicien, c'est accompagner les populations à la base pour atteindre un objectif commun qui est celui du développement communautaire. Et moi, je base aujourd'hui ma politique. Il y a un de vos confrères là qui m'avait fait une interview en 2006, après mon élection comme conseillère à Ziaré. Et il m'a dit, dans 5 ans, madame, vous allez changer de langage. Mon langage est le même jusqu'aujourd'hui. Parce que vous pensez qu'il y a une éthique dans la politique. Il y a une éthique. Mais la politique rime souvent avec la démagogie de parce qu'on constate sur le terrain. En fait, je vais même vous dire quelque chose. Oui. Quand je voulais commencer la politique, je suis allée voir un de mes pères spirituels que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup appris avec, Monseigneur Antelme Sitama Sano de Bobo. Il a été notre invité. Il m'a dit, ma fille, tu es très dynamique, tu peux réussir dans la politique. J'ai dit, oh, j'ai dit, vieux père, moi, politicien, jamais. J'ai dit, moi, je ne sais pas voler, je ne sais pas mentir. Et il m'a dit, lève-toi, va, sois sel et lumière dans ce milieu. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. Ça a été l'élément important. Ça a été l'élément important.
Parce que pour moi, pour être en politique, il faut savoir mentir, il faut savoir voler. Et moi, je n'ai pas reçu une éducation dans ce sens-là. Voilà qui est suffisamment clair. Je voudrais qu'on continue toujours dans la dynamique. Après le 27 octobre, il y a eu le 28 octobre, les 30 et 31 octobre 2014. Dites-nous, est-ce que vous pensez que la marche des femmes a eu un impact important sur la suite des événements pour la chute de Blaise Compaoré? Je vais vous dire simplement que la porte qui était fermée depuis 27 ans là, ce sont les femmes qui ont ouvert ça le 27 octobre pour les hommes. Et tout ce qui a été fait avant que les femmes ne sortent. Hein? Et tout ce qui a été fait avant que les femmes ne sortent. Mais tout ce qui a été fait là, vous avez vu quel résultat? Il y a eu des manifestations de façon continue. Mais il y a eu quel résultat? Avant que les femmes ne sortent avec les spatules, avant que les femmes disent non là, tout ce qui a été fait là, quel résultat avions-nous eu depuis 27 ans là, jusqu'au jour où les femmes sont sorties et puis la semaine qui a suivi, tout a été balayé. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme résultat? Voilà. Donc pour vous, ce sont que les femmes qui sont à l'origine. Les femmes ont brisé le mythe. Et les hommes ont compris que il fallait lutter vraiment pour sortir ce pays-là de cette situation. Point. Et pour vous, aujourd'hui, c'est un message fort à tous les dirigeants sans exception. Tous les dirigeants, bien sûr. Les femmes, il faut faire attention aux femmes. Bien sûr. Même dans nos valeurs culturelles, là, je vais vous dire, moi je base tout sur ce que je connais sur la culture. Mais quand vous pensez que nos royaumes là, les femmes sont jetées à la poubelle, nos mamans, les reines là, vous pensez que c'est n'importe quelle femme qui peut être reine dans un royaume? Non, c'est une femme qui peut conseiller le roi, c'est une femme qui peut aider le roi à prendre une responsabilité pour que le royaume reste en paix. Les femmes, ce sont les médecins, les juges, les avocates, de tout ce que vous pouvez imaginer là, dans un royaume. Et c'est elles qui accompagnent les responsables coutumiers, les rois, à atteindre l'objectif global qui est celui du développement d'un canton, d'un royaume. Alors, 4 jours avant la chute de Blaise Compaoré, vous avez fait cette manifestation. Est-ce que vous avez été victime de menaces, d'intimidation après la sortie des femmes avec les spatules? Et moi, je ne dormais même plus à la maison. Pourquoi? Ah, j'avais peur pour ma vie. Il y a des militaires qui sont venus dans nos concessions nous rechercher. Et je vous assure que s'ils nous avaient vus à cette époque-là, ben aujourd'hui, on ne parlait plus de nous. Hein. Mais bon. L'histoire s'est écrite. L'histoire s'est écrite. Et le 31 octobre, quand Blaise Compaoré a fui du Burkina, quelle a été finalement votre réaction à chaud? Moi, je n'ai pas été du tout étonnée. Parce que je m'y attendais. À 100%? Oui. Vous avez fêté ce départ? Fêté, pourquoi? C'était l'aboutissement d'un combat tout de même. Oui, c'est l'aboutissement d'un combat, c'est vrai. Mais c'est comme j'ai dit toujours, les gens font un amalgame entre avoir des problèmes avec un individu et avoir un problème avec un système. Moi, jusqu'à demain, je n'ai pas de problème avec Blaise Compaoré. J'ai un problème, j'avais du moins un problème avec le système. Même étant à cette époque-là dans ce système, j'avais ce problème avec le système parce que il y a des choses qui faisaient qui étaient en complète déphasage avec la réalité que je combattais et que je rappelais toujours à l'ordre. Mais moi, bon, les gens me traitent de folle, de quoi? Moi, ce n'est pas mon problème. Mais l'essentiel est que je dise, pour qu'un jour on ne dise pas que toi-même tu étais là-bas mais tu n'as rien fait. J'étais là. J'ai dit ce que je pense. On ne m'a pas écouté. J'ai démissionné. Et demandez-moi pourquoi j'ai démissionné à cette époque-là du CDP. Chaque matin, on fait tout ce qu'on peut dans l'éducation des enfants. Nous apportions notre part pour éduquer la jeunesse à être responsables demain. J'ai été invitée par la télévision nationale plusieurs fois pour des émissions sur l'éducation des enfants, sur l'éducation de la jeune fille. Et comme pour se moquer de ce que j'ai dit, vous avez tout suivi quand François Compaoré a insulté le Larlé Naba de Nia Al-Rabiga. Et ça vous a choqué? Non, c'est ça qui m'a... C'était la seule goutte d'eau là
qui a débordé mon vase. On pourrait parler d'un problème entre deux personnes. Ah non, 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 non. Le Lalé Naba en tant qu'entité traditionnelle n'est pas un... Non, non, attends, ça, il ne faut même pas confondre les choses. Le Lalé Naba, au-delà de son titre de député à l'époque à l'Assemblée nationale, est garant d'une valeur traditionnelle. À ce titre-là. Et même s'il n'était rien de tout ça, un adulte qui insulte un adulte, alors que vous êtes des repères pour la jeunesse, quand vous voulez aujourd'hui que les enfants vous respectent et vous vous insultez entre vous, qu'est-ce que vous leur donnez comme leçon? Donc c'est à partir de là que vous C'est à partir de là, oui. J'ai démissionné d'abord. J'ai démissionné, j'ai dit, moi je suis dans un parti qui se dit responsable. Mais si les responsables au niveau de ce parti commencent à s'insulter publiquement et à manquer de respect à la chefferie traditionnelle, vous n'avez rien à faire dans ce parti. Ah là, je n'ai plus rien à faire. Parce que pour moi, c'est important que la jeunesse burkinabé puisse avoir des repères. Et ces repères-là, c'était ces gens-là qui étaient au pouvoir, qui étaient dans la chefferie traditionnelle et tout. Ça doit être forcément des repères pour nous, nos enfants, aujourd'hui. Mais si c'est nous-mêmes qui devons, malgré tout ce que nous sommes, malgré tout ce que nous portons comme responsabilité, nous mettre à insulter des personnes qu'on prend comme repère, mais on est en train de tout biaiser. Et c'est à ce moment que j'ai dit, bon, je ne peux plus rester dans ce groupe. Parce que je ne peux pas permettre. Et puis le Lalé Naba, c'est mon fils. Sa mère, c'est une de nos cousines. Elle est Congo. Et moi, je vois quelqu'un insulter mon fils, Tinial, Rabiga. Ça veut dire que tu m'as même insulté. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Systématiquement, c'était la rupture pour vous. C'était la rupture. Alors, Blaise Compaoré est parti. Il y a eu la transition, il y a eu le retour donc, au pouvoir. Enfin, il y a eu l'élection présidentielle de 2015. Roch-Marc Christian Kaboré a été voté président du Faso. Vous êtes l'une des personnes qui a pleuré comme une gamine ce jour-là quand on a proclamé la victoire de Roch Kaboré. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était l'émotion. Ça a surpris plus d'une personne de vous voir pleurer comme ça. Bon, c'était ma façon à moi de dégonfler parce que il y avait eu tellement de pression depuis 2009 jusqu'à ce jour-là que j'ai eu l'impression que... Bon, je n'arrive même pas à me l'expliquer. Mais ce qui est sûr, j'ai vu tout ce que nous avions consenti comme sacrifice être couronné par l'élection de notre candidat et ça m'a donné beaucoup d'émotions et j'ai pas pu me retenir. Et après, comme vous, les journalistes aussi, vous aimez des choses comme ça, malgré le fait même que je me cachais pour pleurer, vous venez pour me filmer. Mais vous aurez voulu qu'on ne montre pas cela? Ben, bon. Est-ce qu'après ça, le président Kaboré élu est venu vous voir pour vous dire faut vous retenir et tout ça? Pourquoi il va venir me voir pour me dire de me retenir? Ben, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pleuré le jour de la proclamation des résultats. Oui, oui, parce que cette image-là a fait le tour et tout. Bon. Il sait que sa petite sœur est émotive, donc il n'y a pas de raison. Alors, il y a eu donc des femmes qui ont lutté avec vous. Je prends l'exemple de Sarah Sérémé qui est devenue médiateur du Faso aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Vous continuez à discuter sur l'avenir de la nation entre vous deux? Oui, on ne manque pas de le faire parce que même récemment, j'ai suivi une formation à l'université de Ouagadougou ici sur les médiatrices. Et c'est elle a tenu à venir me remettre mon diplôme. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir ça. De voir cela. Parce que actuellement, tout ce que nous pouvons faire, chacun à son niveau, c'est de vraiment travailler à ce que, quand il y a des difficultés, que nous soyons là pour accompagner les gens à sortir de là. La preuve, quand nous avons reçu nos diplômes, quelque temps après, il y a eu, excusez, l'attaque de Yirgou. Je fais partie des premières femmes qui ont fait le voyage sur Yirgou pour aller assister les familles, pour aller vraiment essayer de soulager les gens, comme on dit, mais... C'était difficile. C'était difficile. Oui. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, oui, c'est qu'un chef traditionnel ait été égorgé. C'est ça qui a fait que, bon, à tous les niveaux aujourd'hui, nous donnons toujours des messages forts.
nous ne savons pas qui est notre ennemi, mais nous imaginons qui est notre ennemi. Et de ce fait, que ce soit au niveau des musulmans, des chrétiens, des personnes de la religion traditionnelle ou simplement des simples citoyens, je dis ceci. Il y a une main invisible qui nous mélange, qui a pris le temps d'étudier nos habitudes, qui sait comment nous fonctionnons et qui a tout fait pour nous mettre en conflit. Dans le plan religieux, ils n'ont pas réussi. Sur le plan coutumier, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, ils veulent créer une guerre civile. Guerre civile. Une guerre civile. Ce n'est même pas au Burkina, hein. Je vous assure que c'est dans tout le continent africain que cette organisation-là est en train de se préparer. Les Africains, on va nous pousser à nous tuer. Et eux, ils vont venir comme des sapeurs-pompiers et ils vont gérer les biens que nous avons dans nos sous-sols, nos biens matériels, nos biens de la nature et tout ça. Ce que nous avons comme richesse dans ce continent africain-là, elle peut gérer tous les 5 continents. Alors, on en parle de façon continue. Je voudrais vous entendre sur une autre dame aussi qui était avec vous, Safiatou Lopez Zongo, oui, qui a manifesté avec vous, qui a été à vos côtés pendant ces événements, qui a fait la prison. Est-ce que quand vous avez appris qu'elle avait été arrêtée, vous êtes allé la voir, vous avez été choqué par tout ce qu'elle a subi? Parce que c'est une qui était avec vous également. Vous savez, chacun a sa façon de faire ses choses. Safiatou Lopez Zongo, c'est une femme que je respecte beaucoup. Nous avons été dans la lutte ensemble. Mais à un moment donné, moi, je ne l'ai plus reconnue. Parce que j'ai vu que elle a pris son camp. Elle a commencé à faire ses publications et tout ça. C'est une sœur. Moi, je ne peux pas porter de jugement quelconque sur elle. Mais je me dis seulement que de la façon dont moi, j'ai été émue le jour de l'élection du président et j'ai pleuré. De cette même façon, Safiatou aussi a sa raison d'avoir vécu sa révolte et d'avoir manifesté ce qu'elle ressentait. Donc, je ne peux pas porter un jugement quelconque. Mais le fait qu'elle soit arrêtée et tout, cela vous a un peu choqué, puisque vous avez eu à mener des combats ensemble. Oui, on a mené des combats ensemble, mais la continuité de ce combat-là n'était pas de se cambrer contre le régime en place et encore moins le chef de l'État. Alors, dites-nous, le président du Fassolisme, vous dites que vous n'avez rien contre Blaise Compaoré, c'est un système. Ils sont nombreux à dire aujourd'hui que Roch Kaboré et son gouvernement, c'est la continuité du système de Blaise Compaoré. Dans ce qui concerne ce volet-là, je dirais simplement que chacun a sa façon de percevoir les choses. Je vous ai dit que j'étais moi-même dans le système. J'étais conseillère à Zignaré, conseillère régionale du plateau central. Mais c'est nous qui vivions avec. C'est nous qui voyions ce que les populations vivaient, malgré qu'ils étaient des gens de la région, de la commune. Moi, j'ai vécu ça dans ma chair. Ce qui se passait à Zignaré. Allez-y voir Zignaré aujourd'hui. Est-ce que vous allez dire que c'est la commune d'un ancien président? On ne vient pas au pouvoir pour construire son village ou sa commune. Ah non, non, non. Ce n'est pas une histoire de venir pour construire. On est président de tout un pays, non oui, de sa commune ou de son village. D'accord. Oui, de tout un pays, d'accord. Mais il y a un minimum. Et le minimum, c'est lequel? Ce minimum-là, même si on ne te dit pas de prendre tout le budget de l'État pour venir construire Zignaré ou quelque chose comme ça. Mais la moindre des choses, là, c'était de permettre que Zignaré soit plus développé que ça. Parce que c'est quand même un chef-lieu de région. Et c'est quand même la commune du président. Mais il y a des gens qui, attaquant les gens, pensent que c'est pas parce qu'il est président de cette zone qu'il ne doit pas s'occuper. S'il s'occupe, les gens vont dire allez-y à Yamoussoukro voir ce que le président Houphouët-Boigny a fait là-bas. Moi, je ne dis pas que forcément. Je ne dis pas que forcément c'est que la Côte d'Ivoire, ce que Houphouët-Boigny a fait en Côte d'Ivoire est. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que le président Kaboré doit aussi aller construire Zorgo? Mais il n'a qu'à construire Zorgo. C'est en construisant là qu'on devient. Et puis, laissez affaire de. C'est pas parce qu'il est là-bas que. Mais
Il y a des ressortissants dans chaque région. Je ne suis pas dans un esprit régionaliste aussi. Mais je vais vous dire simplement une chose. Quand on parle de la géopolitique et de la géostratégie, là, c'est dans ce cas de figure-là que vous allez voir que tous les fils et filles, par exemple, de la région du plateau central, qui à cette époque occupaient des postes importants, là, il y en a même dans leur propre village, ils n'ont pas de cases. Ils n'ont même pas de petites cases comme ça, avec les petites toitures là, pour entrer dormir. C'est un système des gens qui sont venus pour justement compter seulement leurs milliards en banque et puis faire la fête. Vous parlez de quel genre? Hein? Vous parlez de quel genre? Mais des sœurs de l'ancien système. Mais l'ancien système, c'était qui? Et on était tous dedans, mais quand tu n'as pas les mêmes... C'est vous tous qui êtes allés compter vos milliards finalement. Mais vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui a des milliards. Mais c'est vous qui êtes qui avez été aux côtés. Mais il faut reconnaître que vous avez été aux côtés de Blaise Compaoré pendant 27 ans. Mon fils, je vais te dire une chose. Il faut que vous le reconnaissiez. Je reconnais ça, oui. Mais je vais vous dire, oui. Si vous avez le temps, venez à Zignaré. Demandez où se trouve le musée de la femme de Kologon-Guessé. C'est parce que justement, on s'est rendu compte à un moment donné que toutes nos aspirations, tout ce qu'on pensait qu'on pouvait faire en commun n'était pas possible, que chacun a essayé de son côté de faire ce qu'il peut. Moi, avec le peu de moyens que j'avais là, j'ai construit mon musée là sur fonds propres. À hauteur de combien? Près de 18 millions. Le musée est là, témoin vivant de ma lutte pour développer la zone où j'ai été élu. J'ai à ce jour-là près de 300 et quelques enfants que je scolarise. Il y a mon Kyogo là, le centre de formation traditionnel qui est là. Je cherche les moyens d'ailleurs pour construire le centre là, pour que ce soit opérationnel. Mais pour le moment, ce n'est même pas une priorité. La priorité là, c'est aller dans la dynamique de ce que je veux pour ces enfants qui depuis 2005-2006 bénéficient de mon accompagnement scolaire et tout ça. Tout ça c'est bien beau, mais revenons encore une fois de plus. Pour vous, l'actuel pouvoir n'est pas la photocopie de l'ancien régime de Blaise Compaoré? En quoi c'est une photocopie de l'ancien régime? Simon Compaoré, Roch Kaboré, c'est eux qui ont été avec Blaise Compaoré pendant 27 ans. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu les mains libres à cette époque-là de faire certaines choses. Comment se fait-il qu'ils aient les mains libres aujourd'hui et puis le Burkina n'est pas en sécurité, rien ne va dans le pays, comme le disent les citoyens? La sécurité de ce pays ne dépend de personne, sauf de ce que je vous disais tout à l'heure là. Ah donc ce pouvoir-là n'est pas là pour nous sécuriser? Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas là pour sécuriser. Nous sommes dans une situation où le Burkina est attaqué par une force invisible. Mais qui doit chercher cette force invisible et puis la neutraliser? Oui, mais c'est ce que le gouvernement fait tous les jours, que Dieu fait. Mais vous regardez le président Roch-Marc Christian Kaboré, est-ce qu'il ressemble encore à il y a 5 ans quand il venait au pouvoir? Vous n'avez pas pitié de ce monsieur-là? Ah, vous avez pitié de lui? Voilà, j'ai pitié de lui. Mais il a dit qu'il va être encore candidat. Il va être candidat parce qu'il travaille justement à changer la donne. Mais il faut que le Burkinabé et que le citoyen lambda comprennent que le problème sécuritaire de ce pays n'est pas lié au fait que le gouvernement soit incapable de gérer. Hein. Quand c'est une guerre conventionnelle, tu sais à qui tu t'attaques. Mais tu dors avec quelqu'un, même la personne se lève le jour, la nuit là même, et t'attrape avec grenade comme ça, il éclate. Est-ce que tu peux savoir qu'il peut faire ça? Et c'est comme je vous disais à un moment de l'émission là, la main invisible là, qui monte nos gens contre nous-mêmes là, c'est avec toute l'énergie possible que nous devons combattre ces gens-là. Alors vous aujourd'hui, vous dites clairement, finalement, certains même ont dit il faut la réconciliation nationale pour mettre fin au terrorisme. Est-ce que vous y croyez? D'autres même ont soulevé le retour de Blaise Compaoré. Mais attendez, le président Compaoré, quand il a quitté ce pays, il allait se dire ivoirien. Bon, moi, je n'aime pas juger les gens, hein, mais c'est sa conviction à lui qu'il a choisi. Mais il a écrit au président pour dire que lui, il était prêt à accompagner éventuellement si possible. Mais il n'a qu'à revenir. Il n'a qu'à revenir. Si son retour au Burkina peut faire que le djihadisme disparaisse de ce pays, qu'il revienne.
Alors, vous, aujourd'hui, à vous écouter attentivement tout ce qui se dit dans l'opinion, le pouvoir ne gère pas bien, le Burkina ne va pas bien depuis que Roch est arrivé au pouvoir, vous ne croyez pas du tout, vous êtes dans la dynamique de ceux qui pensent que le pays avance malgré tout. Le pays avance malgré tout. Il y a des réalisations qui, pendant 27 ans, n'ont pas pu être faites. Mais malgré l'insécurité dans ce pays, le président s'échine à la tâche pour que tout ce que nous pouvons faire comme programmation pour accompagner nos populations, qu'on le fasse. Mais quand on parle du gouvernement qui est incompétent, le président Roch qui est incompétent, moi ça me fait mal au cœur de voir des gens, des intellectuels qui se disent intellectuels, qui parlent comme ça. Mais c'est la première fois qu'on a près de 500 000 Burkinabés déplacés internes pour des questions de sécurité. Je comprends. Est-ce que ces citoyens n'ont pas le droit? Moi-même, j'ai accompagné des gens traverser toute la ville de Ouagadougou là, pour les loger vers Saponi. Ah, est-ce que vous êtes fier de le faire? Je ne suis pas fier de le faire. J'avais mal au cœur de le faire. Mais on n'a pas le choix pour le moment. Il faut qu'on sécurise nos gens d'abord avant de trouver des solutions. Et vous pensez que ce problème de djihadisme, de terrorisme là, vous pensez que le président, ça le fait plaisir de voir des enfants mourir à longueur de journée? Quand même, ce n'est pas un inhumain. Si vous pouvez trouver quelqu'un de plus humain que Roch Marc Christian Kaboré, allez trouver-le et ramenez-le. Si vous pouvez là, trouvez-le. Donc pour vous, c'est le meilleur, hein? Il n'y a pas deux. Un homme, c'est comme on dit dans nos valeurs traditionnelles, Nisal Yahweh, Patapiye. Le président Roch a ses faiblesses, il a ses forces. Et c'est cette conjugaison de force et de faiblesse là que chaque Burkinabé aussi doit prendre cette mesure-là et se dire qu'aujourd'hui, l'insécurité, la manière dont nous avons été envahis et nous sommes en train d'être tués, chacun de nous doit chercher une solution et ne pas attendre tout du gouvernement ou ne pas attendre tout de l'armée. Les citoyens ont quels moyens pour chercher des solutions? Des gens qui sont dans des villages, qui n'ont aucune arme, qui n'ont aucune protection. Vous voulez qu'ils se défendent comment? Mais même quand nos militaires sont avec des armes là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme protection? C'est pas 2 militaires, 5 militaires, 6 militaires qu'on tue là. Ils sont armés. Et vous savez que ces gens-là sont plus armés que nous. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Mais c'est important, on est en train de parler. Parce que si je dis ça, hein, imaginez un peu. Je ne veux pas qu'il y ait un incident diplomatique après ce que je vais dire là. Parce que ce que je vais dire là, ça va faire peut-être mal à certaines personnes. Mais je vais le dire parce que vous me poussez à le dire. Quand vous voyez les djihadistes là avec les gros véhicules, les armes et tout ça là, est-ce qu'au Burkina on fabrique des armes? Ces armes là, ça quitte où? Monsieur Ismaël, ça quitte où? Ceux qui arment les djihadistes et les terroristes là pour nous tuer là, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe ici. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je caricature la situation du Burkina aujourd'hui là, comme un crapaud qui est sorti d'une mare et quelqu'un tient un fouet sur sa tête. Tu bouges, il te frappe. Tu rentres dans l'eau, il te frappe. On fait comment? À un moment donné là, il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Parce que si les Occidentaux ne sont pas capables de se regarder dans le miroir et dire qu'il faut qu'ils arrêtent cette façon de coloniser l'Afrique là toujours là, ça ne va pas marcher. Vous pensez uniquement que ce sont les Occidentaux qui sont derrière tout ça? Bien sûr. Mais à un moment donné, ça c'est ma lecture à moi. Ça c'est votre lecture à vous. Oui. Le chef d'état-major général des armées a dit, après l'opération Otapouano, qu'il n'est pas fier d'en parler parce qu'il y avait d'autres Burkinabés qui tuaient des Burkinabés aussi. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais la dernière fois, quand ils ont fait une opération, il y avait des Sawadgo, des Ouedrago, des quoi. Mais ce n'est pas des Burkinabés. À côté ici. Ce n'est pas des Burkinabés. Bien sûr. Mais quand un Burkinabé va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sont les Occidentaux qui l'ont manipulé? Mais c'est des gens qui ont été manipulés. Pas des Occidentaux selon vous? Bon, mon ami, c'est pour ça que je dis que je n'aime pas les incidents diplomatiques. Mais ce qui est sûr, moi je vois que les armes qui sont utilisées pour tuer nos populations là, ce n'est pas fabriqué au Burkina. Mais vous parlez ici, vous êtes à Ouagadougou, les 500 000 personnes qui ne sont plus chez eux à cause de l'insécurité. Quand ces personnes vous écoutent, elles ne seront pas d'accord avec vous. Elles se disent, on a un pouvoir qui a été voté en 2015 pour nous sécuriser, qui en est incapable aujourd'hui. Monsieur Ismaël, moi je vais vous dire une chose. Et quelle que soit l'armée qui se retrouve dans la situation où le Burkina se trouve aujourd'hui là, il faut trouver des solutions endogènes à la sécurisation des populations au lieu de passer tout le temps
à pleurnicher. Moi, j'ai dit ça. Pleurnicher. Bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà allé dans ces zones qui sont frappées par le terrorisme? Je vous ai dit quoi? J'ai été la première, pratiquement, ou du moins, en tout cas, dans le lot des personnes qui ont été sur les sites là-bas. Kongoussi, je n'ai pas pu encore aller parce que, bon, j'avais des problèmes de santé. Mais sinon, quand on se déplace pour soutenir ces gens-là, c'est quelque chose d'important. Les témoignages qui vous sont faits. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est juste des discours politiques? Les populations vivent la réalité de ça. Non, mais attends, moi, moi, je ne suis pas sur ce plateau-là en tant que politique. Hein. Moi, je suis en tant que citoyen qui est meurtri dans ma chair et dans mon corps à cause de ce qui se passe dans ce pays. Que nos mamans ne soient plus capables d'aller cultiver leurs petits milles, leurs gombo et tout ça, parce qu'on les chasse comme des animaux. Mais vous pensez qu'on les chasse là, c'est pourquoi? Regardez, si vous prenez toute la bande de la Mauritanie jusqu'à la fin de la Libye, là, renseignez-vous. Vous allez voir ce qu'il y a dans ces zones-là. Et vous allez comprendre pourquoi Arbinda, Toulfé, et Arbi et choses, et comment on appelle, Dori, Kain et tout ça là, les gens ne sont pas en sécurité. Vous allez aller plus en profondeur encore vers les pays côtiers. Quand on connaît un problème, on trouve des solutions à ce problème. C'est parce que ce problème est africain. Ce problème n'est pas burkinabé, ce problème est africain. Il faut qu'on se dise les vérités maintenant. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème... Oui, il est africain, mais le Burkina est fier de dire qu'il est indépendant, et ainsi de suite. Voilà. Quelle indépendance? De quelle indépendance parlons-nous là? Donc vous pensez qu'on n'est pas... De quelle indépendance parlons-nous là? Je ne vois de l'indépendance dans aucun pays d'Afrique. Aucun pays. Nous sommes juste des sous-préfectures. La solution pour vous, c'est quoi? Que les Occidentaux là, laissent les Africains là tranquilles. Et l'aide étrangère que nous passons le temps à demander à ces mêmes Occidentaux. Mais oui, justement, c'est pour ça, quand les Africains pensent que leur vie dépend de l'Occident, alors que nous avons tout sur nos territoires, sur notre continent, pour être seulement bien. Il y a quelques jours, la CENI, le ministère de l'économie, commençait à demander aux partenaires étrangers de contribuer à ce que les élections se tiennent en 2020. Donc vous êtes contre tout ça? Moi, je suis contre la mendicité. De quelle forme qu'elle soit. Le riz qui nous est offert par la Chine. Oui, mais c'est ça justement qui n'est pas bon là. Regardez, vous rentrez dans nos villages, dans nos régions là. Tout ce que nous avons comme valeur dans notre continent là. Mais attendez, il faut simplement que l'Africain se réveille mentalement pour se sortir de cette situation d'esclavage qui ne finit pas. Nous n'avons besoin de personne pour nous développer. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Mais ça commencerait par nos dirigeants qui sont tout le temps en train d'aller demander... Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je ne parle pas en tant que politique ici. Moi, je parle en tant que panafricaniste. Je parle en tant que panafricaniste parce que tant que l'Afrique ne va pas se réveiller, se mettre ensemble pour dire, je peux produire, je peux consommer ce que je produis, on va toujours venir nous intoxiquer avec tout ce qu'ils veulent là. Et c'est l'Afrique qui va en pâtir. Je sais que vous avez été CDR dans une autre vie. Donc vous êtes dans la dynamique de Thomas Sankara. Bien sûr, jusqu'à demain. 32 ans après sa mort, toujours 32 ans après, c'est comme si rien n'avait encore été comme... Franchement... Quel avenir pour un pays comme le Burkina selon vous? Mais un avenir, il faut seulement que la jeunesse burkinabé se réveille. Que les jeunes arrêtent de crier tous les jours, j'ai l'honneur pour travailler à la fonction publique. Il faut d'abord ça. Que la jeunesse africaine burkinabé sache que son pays ne pourra être développé que par ses fils eux-mêmes. Que le continent africain se mette dans la tête que c'est seulement en bannissant les frontières bizarres qui nous séparent là, qui va nous permettre d'être vraiment des humains. Parce qu'aujourd'hui, on nous considère comme de la racaille, on peut venir faire ce qu'on veut et on circule. Je reviens toujours sur le discours de Kwame Nkrumah, 50 ans après. Et ce discours est d'actualité aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il y a un filtre, n'importe quoi qu'on nous a... On nous a fait boire et les méninges sont paralysés. Et les gens n'arrivent pas à décoller du fait que ce n'est pas étant fonctionnaire qu'on peut gérer un pays, ce n'est pas étant fonctionnaire qu'on peut arranger telle ou telle situation.
Mais c'est en se disant que je dois me battre personnellement pour... Moi, j'ai dit, ce que je suis aujourd'hui là, c'est parce que j'ai osé être ce que je suis. Si j'étais restée dans mon petit coin en attendant que, si quelqu'un pense à moi, il va me faire ça. Non. Il faut forcer l'avenir pour devenir quelqu'un. Forcer l'avenir pour devenir quelqu'un, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Aïe. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur un élément très important. Les jeunes filles qui nous regardent, elles sont nombreuses à vouloir s'engager en politique, dans les mouvements associatifs. Quel est le conseil que vous avez à leur donner en quelques minutes, s'il vous plaît? Et je vais simplement dire que pour s'engager en politique, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut avoir sa vision et faire son objectif. Et aller dans la dynamique de j'ai pris un chemin, j'avance. S'il y a des embûches, je trouve des solutions. S'il n'y a pas d'embûches, j'avance. En allant toujours dans la dynamique que je me suis fixée premièrement pour atteindre cet objectif-là. Mais l'atteindre par moi-même et par l'accompagnement de ceux qui m'entourent. Parce qu'on ne peut pas devenir quelqu'un seul. Mais aujourd'hui, oui, les gens ont tendance à dire que, bon, quand tu es une femme en politique, on te donne tous les noms d'oiseaux. Mais c'est celles qui ne savent pas la valeur de la politique, qui pensent que la politique, là, c'est autre chose que d'aller dans un objectif de développement communautaire, là. C'est eux qui ont des problèmes. Merci à vous. Merci beaucoup. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était notre manière à nous de rendre hommage à ces femmes le 27 octobre 2014 qui sont sorties pour faire tomber Blaise Compaoré en 2014. Merci à vous. Maman, on l'appelle Maman MPP souvent, Maman Africa, Maman Juliette Congo Yabré. C'est bien cela, elle a tenu à ce qu'on le dise. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Merci à vous aussi. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir et à très vite sur nos antennes.